L'analyse de l'actualité politique en RDC, c'est dans News Hebdo. Bienvenue dans ce numéro. Avant d'entrer dans les vifs de ce débat, prenons d'abord les sommaires. La tenue effective des élections le 23 décembre 2018 est la priorité de priorité de la dernière session ordinaire de cette législature. Dixit Aubin Minakou, président de la Chambre basse, c'était lors de l'ouverture de la session ordinaire de mars. Les grandes manœuvres politiques ont démarré en RDC. Les partis politiques et plateformes électorales sont déjà en pleine ébullition. Et si à la majorité on se prépare à les remporter, c'est aussi le cas de l'opposition. Voilà, pour en parler, faire le point sur toutes ces thématiques, je reçois pour vous Guillaume Pépin Manjolo. Il est secrétaire général de l'ULDC, l'Union des libéraux démocrates chrétiens, parti politique de la majorité présidentielle, à qui je dis bienvenue. Merci. Commençons ces débats, comme je l'ai dit à l'entame, avec la reprise ou encore la rentrée parlementaire au niveau de l'hémicycle. Déjà, les couleurs ont été annoncées. Guillaume Manjolo, priorité de priorité, c'est les élections. Est-ce que cette session est de tous les enjeux? Cette session va s'ouvrir sur la priorité qui est celle électorale, mais en même temps sur un certain nombre de paramètres de la vie sociale qui nécessitent quand même que certains textes soient confectionnés et soient produits pour la vie de la nation. Notamment ces processus électoraux, tout ce qui va avec, et dans d'autres domaines aussi, parce que l'État ne doit pas s'arrêter, puisque nous sommes en train d'aller aux élections, mais il y a des paramètres de la vie sociale qui nécessitent aussi que l'État évalue ce qu'on en est exactement, et que l'Assemblée nationale et les Sénats puissent nous produire les textes qui doivent s'appliquer assez rapidement. Il y a une série de conventions internationales qui aujourd'hui requièrent qu'on puisse les promulguer parce que nous avons pris des engagements internationaux. Et au plan interne, il y a une série aussi des situations qui nécessitent qu'effectivement on produise les textes. Trois priorités se dégagent déjà du lot, entre autres la clôture de l'enrôlement, le nettoyage du fichier électoral, mais aussi la loi sur la répartition de sièges. À quoi accorderons-nous la priorité? C'est ça ma question. Non, ça, c'est une obligation, parce que le caractère irréversible des élections a démontré qu'effectivement, il y a un chronogramme qui avait été mis en place par la CENI en rapport avec le processus électoral pour la bonne fin au fait de ces processus, c'est-à-dire faire les élections. Ça participe notamment, ou pour sa mise en œuvre, il est requis qu'on puisse avoir les fichiers électoraux nettoyés, l'enrôlement terminé et la répartition de sièges. Autrement, on ne peut pas aller aux élections. Bon. Donc ces outils-là sont nécessaires et il appartient à l'Assemblée nationale, en ce qui la concerne et le Sénat, de produire les outils juridiques nécessaires à cette mise en œuvre. C'est tout. C'est pas très compliqué, mais en même temps, ça participe à ce qui est attendu d'eux par rapport à ce qu'avait fixé la CENI. Toutes les contraintes, notamment celle-là. Revoyons cette rentrée parlementaire au niveau de l'hémicycle. Parmi les priorités, l'on note celle axée sur les questions électorales. Les parlementaires vont examiner et adopter la loi sur la répartition des sièges. Une autre question à l'ordre du jour, le remplacement du rapporteur de la CENI. Le président de la Chambre basse du Parlement l'ayant déjà signifié dans une lettre adressée au président de la CENI. En outre, nombreux sont ceux qui pensent que certaines questions doivent figurer dans cette session, entre autres le drame humanitaire à Djougou, Beni, Kasaï, les marches pacifiques, les affaires de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, avec la problématique de la décrispation et du respect des libertés comme préalable cardinaux à la tenue des prochaines élections, décembre 2018. S'agissant du contrôle parlementaire, certains députés estiment que le dernier incident produit à la primature et ayant conduit à la démission du directeur du cabinet du Premier ministre ne manquera pas de figurer à l'ordre du jour. L'idée du départ de l'équipe Tchibala étant déjà évoquée par quelques élus. Juste après l'ouverture de la session, les deux chambres du Parlement reviendront à la procédure usuelle, la conférence des présidents pour l'adoption de l'ordre du jour, et au moment de la prochaine plénière, les députés et sénateurs s'y prononceront à leur tour respectif. Nous sommes de retour avec vous, Guillaume Manjolo, dans ces débats autour de cette rentrée. Pendant que les couleurs sont annoncées en ce qui concerne les élections, l'opposition s'amène avec un débat autour de la machine à voter. C'est l'avis d'un député national de l'opposition, Juvenal Mounobo, qui pense que cette session
devrait aussi mettre clair sur la légalité de la machine à voter par rapport à la loi électorale. Pensez-vous que c'est le cas? Il faut voir un peu la situation de cette machine en ce qui concerne la loi électorale elle-même, ce qui avait été fixé depuis l'année passée, début de cette année-ci. Est-ce que ça participe à une discussion? On doit discuter là-dessus aujourd'hui ou pas? Il appartient au bureau de l'Assemblée ou à l'Assemblée en général de fixer les gens sur cette situation-là. Si c'est nécessaire, si ça doit participer à la discussion, pourquoi pas? On peut le faire. Mais si la discussion est déjà close lorsqu'on a adopté la loi électorale, donc il n'y a plus de débat à ce niveau-là. On ne peut pas faire des allers-retours, tout ça sur une situation qui a déjà été vidée, dont la substance est aujourd'hui connue. Il n'y a même pas un problème par rapport à la machine électorale. Pour vous, la loi électorale est très claire en ce qui concerne l'utilisation de la machine à voter. Mais oui, attendez, je ne comprends pas très bien la nécessité de discuter sans cesse sur une possibilité de faciliter les élections dans la mesure où nous n'avons pas été en mesure, en fait, en ce qui nous concerne, d'avoir les moyens suffisants pour à la fois couvrir les besoins de ce qui doit se passer au niveau des élections et surtout, de rationaliser en termes de finances, y compris en termes de facilité pour accéder à l'élection. De quoi s'agit-il exactement? J'ai une nette impression qu'on ne sait pas de quoi on parle. On a une imprimante sur laquelle, ou dans laquelle plutôt, la liste de candidats se trouve. Au lieu, en place d'avoir une sorte d'agenda énorme, un classeur avec plein de noms et des listes et tout ça, qui font à peu près 50 ou 100 pages, ça dépend des endroits où on se trouve, on a simplement un écran sur lequel on peut faire défiler les candidats et on pointe là-dessus. Ça sort un document qu'on va mettre dans l'urne. Quel est le problème? En tenant compte de l'énergie. Oui, mais il faut prendre des dispositions par rapport à ça. Tout ce qui peut être recommandé aujourd'hui, c'est quelles sont les dispositions qui sont prises de sorte à ce que cette machine ne puisse pas faillir. Voilà où doit se placer le débat. Mais si vous voulez ramener à des considérations de cette nature-là, très passionnelles, des frustrations pour pouvoir un peu envenimer le débat, ça n'a aucun intérêt. On a une réelle difficulté dans ce pays, c'est que lorsque nous autres, militons pour que l'intellectualisme soit porté au niveau des idées plutôt qu'au niveau des débats liés à la passion, on ne les écoute pas. C'est vrai que certains naissent de manière posthume. Mais simplement, nous sommes un pays, un grand pays. Ne sombrons pas dans l'insignifiance d'un certain nombre de pays sur la planète. Nous sommes un très grand pays, on le verra bientôt avec notre cobalt et notre centralité sur la planète. On ne peut pas se comporter avec autant de légèreté sur un point ou un autre, et certains points de détail plutôt, deviennent des points centraux des discussions. Vous semblez très bien comprendre et maîtriser ces fonctionnements, mais ce n'est pas le cas de l'opposition qui, en visite à la CENI, certains ont carrément rejeté. Jusqu'aujourd'hui, ils rejettent cette machine à voter. Irez-vous aux élections sans cette opposition? Je pense qu'à un moment donné, lorsque on est dans la contestation non-stop, il faut proposer des alternatives. Quelle est l'alternative au foisonnement des partis politiques et des candidatures à tous les niveaux pour 3 élections qui se passent la même journée? Quelle est l'alternative pour trouver la solution? Il n'y en a pas. Jusque-là, on n'a rien entendu de crédible, de substantiellement crédible, proposé par ceux qui contestent cette machine qui, au fait, il n'y a aucun intérêt. Je vous dis, ici, c'est que nous devons aller dans le sens d'évaluer sa technicité et la capacité de pouvoir se tenir dans les zones les plus reculées. Chez moi, à Luisa, par exemple, j'essaie de voir un peu la situation, et là, je parle de Luisa Centre, mais bon, j'essaierai beaucoup plus du côté des Kabele-Kessé, c'est-à-dire entre Luambo, Misaku, Kalumbo et tout ça. C'est un coin perdu où il n'y a pas d'électricité, où les groupes électrogènes, s'ils tombent en panne, on a des soucis. C'est à ce niveau-là qu'on doit discuter, y compris au niveau de la majorité. Je dois m'assurer que je ne vais pas me trouver dans la situation de 2011, où on arrive devant un bureau d'élection, il y a plus ou moins 3000 électeurs, et il y a 500 bulletins. On fait comment? On s'est trouvé dans cette situation-là. Voilà, les questions sur lesquelles on doit devoir travailler, c'est là-dessus. On doit avoir toutes les garanties nécessaires de la part de la CENI. Comment ça se passerait au cas où la machine tombait en panne? Quelle est l'alternative? Voilà les vraies discussions. Mais dire à la machine, pas à la machine, tout ça, on ne peut pas faire autrement. Et nous sommes, à vous entendre parler, c'est comme si nous sommes partis pour des élections qui peuvent prendre une semaine. Parce que si on doit tenir compte du timing, les gens peuvent dormir devant les bureaux. J'invite tous ceux qui réfléchissent paisiblement, sans passion, sans mettre en perspective ou à porter, être drapés dans les frustrations qui peuvent être légitimes, qu'on réfléchisse ensemble des difficultés techniques qui peuvent survenir par rapport à la gestion de machines. Ça serait l'idéal, ça serait confortable,
Ça serait, pour nous qui sommes chrétiens, j'insiste là-dessus parce qu'il y a l'approche avec la bonne foi sans cesse. Vous voyez, je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Ça serait de la mauvaise foi et un mensonge. Un chrétien est appelé, très souvent, ou tout le temps, de dire la vérité, y compris quand ça fait mal à son propre camp. J'invite la CENI à nous expliquer, au cas où il y a un problème avec ces machines, quelle est l'alternative? Est-ce que la loi nous permettra de pouvoir pousser à 2-3 jours cette élection de sorte à trouver la solution à cette machine? Ou bien ça doit absolument se résoudre le même jour? Avec quel mécanisme? On doit le savoir, c'est maintenant. Donc cette session particulière qui va s'ouvrir est l'occasion pour les uns et les autres de se poser des vraies questions. Pas de venir dans une contestation viscérale qui n'a aucun intérêt par rapport à la situation, qui recommande qu'on puisse s'entendre et trouver une solution pour atteindre la bonne fin qui sont ces élections ici de la fin de l'année. Et notre débat qui s'invite dans l'hémicycle, c'est le remplacement de Jean-Pierre Kalamba, voulu par l'IDPS, demandé par le regroupement politique au sein de cette assemblée. Mais il y a une lettre de l'autre IDPS qui demande à ce que l'homme reste à son poste et ne reconnaît pas la démarche de l'autre UDPS. Pensez-vous que c'est un autre point qui va faire perdre du temps à l'Assemblée nationale? Non, je ne pense pas que ça puisse faire perdre du temps à l'Assemblée nationale. Là aussi, il est recommandé que ceux qui se sont séparés, pour des raisons qui leur sont propres, puissent évaluer comment est-ce qu'ils doivent gérer cette situation-là. Maintenant, qui sont légitimes à pouvoir dire « ces messieurs nous appartiennent, ne nous appartiennent pas », ce sont les uns d'un côté ou de l'autre côté. Ça, à ce niveau-là, ça doit se régler. Bon, maintenant, il appartient aussi à l'Assemblée d'évaluer, effectivement, l'effectivité de qui a raison, qui a tort, de sorte à accorder assez rapidement. Mais la République ne doit pas s'arrêter par rapport aux faits privés de cette nature-là. C'est vrai que ça va handicaper la gestion de la CENI parce que c'est quand même quelqu'un qui représente une position et par rapport à une tendance politique, mais en même temps, il faut trouver une solution rapidement. Qu'on ne puisse pas nous distraire avec ça. Pour l'instant, on doit partir vers les élections. Que ces partis politiques règlent ça entre eux, les partis du Premier ministre et ceux des limités, qui voient comment ils peuvent trouver un juste milieu par rapport à ça, et s'ils doivent être aidés par notamment le CNSA et l'Assemblée, pourquoi pas? Bon, ce sont des choses normalement qui peuvent se traiter aussi au niveau du CNSA. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut voir ça. Et à la limite, la justice peut trancher et dire qui a raison, qui a tort. Et puis on passe, parce que dans ce pays, il y a quand même les instances judiciaires habilitées à pouvoir trancher ce type de différends. Évoluons dans les débats, les grandes manœuvres politiques en RDC. Les alliances se créent tout le 4 matin désormais en Kinshasa, mais aussi en République démocratique du Congo. Entre alliance et rapprochement, pensez-vous que finalement l'heure est venue de rejoindre le processus électoral pour les uns comme pour les autres? Le processus électoral est irréversible. Les rejoindre, parce que certains n'y étaient pas encore. Oui, mais ça ne change pas grand-chose. Il est irréversible. Le chef de l'État l'a dit aux Nations Unies. La CENI, qui est habilitée par rapport à ce que lui confère comme pouvoir la Constitution, a donné son calendrier. Avec les contraintes, est-ce que les gouvernements est censé apporter comme facilité pour avancer en termes à la fois des moyens financiers et des règles des droits en ce qui concerne notre Parlement. Nous sommes dans ces processus. Bon, c'est vrai qu'il y a une série de personnes, des partis politiques qui sont habitués à négocier sans cesse pour obtenir des facilités ou des positionnements. Mais à un moment donné, on ne peut pas continuer toujours à négocier, y compris quand il ne faut pas négocier. On va passer notre vie à négocier alors que on fait face aux enjeux terribles sur la planète. On peut nous découper le pays des mains parce qu'on doit nous prendre notre cobalt. J'ai dit ici, cette démarche de la centralité de la RDC qui va remplacer l'Arabie Saoudite des années 50. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite s'est trouvée au centre du monde parce que le premier producteur du pétrole qui devait servir de mettre en place donc, cette grande révolution industrielle et cette globalisation, mondialisation du véhicule et tout ça a fait que l'Arabie Saoudite puisse occuper la centralité. Cette centralité-là, elle est aujourd'hui affectable à la RDC. Voilà les grands enjeux. Et comment on fait pour que nous avancions? Il faut rapidement finaliser ces processus électoraux, avoir des institutions qui nous seront données par la population congolaise, désignées en tant que telles, choisies en tant que telles, et sur base de ça, qu'on puisse affronter la situation gravissime à la fois du cobalt, de l'environnement
de l'environnement. Et tous ceux qui sont dans le processus de la prédation permanente sur la RDC, comment est-ce qu'on peut stopper ça? Voilà les grands enjeux. Alors, commençons d'abord par la majorité présidentielle, Guillaume Manjolo, parce que là aussi, ça bouge. Le PPRD, qui est le parti phare, a réaménagé son statut. Pensez-vous que ce réaménagement peut amener le PPRD à tout broyer, même ses alliés? Je ne pense pas. Il y a l'espace d'expression pour tous les partis politiques en RDC. Et il y a encore un peu plus d'espace pour ceux de la majorité. J'ai fait partie de la majorité. J'ai été mandaté par le ministre Raymond Tshibanda et Mme Ayou Makala pour pouvoir participer au débat sur la formation de notre groupe, notre regroupement par rapport au processus électoral en tenant compte du seuil. Au niveau de la majorité, les règles sont claires. On fait les regroupements au sein de la majorité. Donc les partis membres de nos regroupements doivent appartenir à la majorité présidentielle et reconnaître en tant que tel dans les textes. Ce qui est notre cas à BCE. Donc l'Alliance des bâtisseurs congolais, du Congo émergent plutôt, dont l'ULDC fait partie et a participé à sa confection, à sa mise en place. Et moi, j'ai eu l'opportunité de participer à toutes ces discussions depuis le début jusqu'à ce qu'on puisse formaliser l'acte final. Et j'ai signé à la place, en lieu et place du président de l'autorité morale plutôt, Raymond Tshibanda, qui n'était pas disponible. Et les règles sont claires, les orientations sont claires. Premièrement, la première règle, le premier principe, il faut appartenir à la majorité présidentielle au jour où on signe. Deuxième règle, les candidats présidents de la République pour les comptes de cette famille politique sera désigné de commun accord. C'est-à-dire que bon, nous serons fixés par rapport à ça. Donc nous sommes appelés à soutenir, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, avec les dauphins qu'on nous proposera, nous avons l'obligation, par rapport à la loyauté, à la collégialité, de pouvoir l'accompagner. Donc toutes ces choses-là doivent être de manière précise, inscrites dans l'acte constitutif. Ce qui est notre cas au niveau de la BCE, avec les ministres Matenda, les ministres Mbosso, les ministres Boulambo, enfin ils sont nombreux, Baende et les autres. Donc ils sont nombreux. On est plus ou moins 18 à 20 partis politiques qui faisons partie de cette structure-là et tout. Et nous sommes animés à pouvoir respecter les règles depuis le début et la discipline fixée par la majorité présidentielle, et en l'occurrence ici par l'autorité morale de la majorité. Nous allons d'abord revoir cet élément de la rédaction sur les regroupements politiques en RDC. L'heure est grave. Un divorce couve au sein de l'UDPS, orpheline de son charismatique de président Étienne Tshisekedi Moulumba, et dès lors soumise à toutes sortes de turbulences. La dernière oppose ce qui, depuis toujours, affiche une certaine cohésion. Jean-Marc Kabunda Kabound, secrétaire général faisant office de président, et son adjoint en charge des affaires extérieures, Félix Tshilombo. En cause, le péché commis par ce dernier qui s'est permis d'engager l'UDPS dans une alliance en gestation avec le MLC de Jean-Pierre Bemba et pire, de l'UNC de Vital Kamerhe. Le nom que ne veut pas du tout entendre Kabound, le grand absent de la rencontre hautement médiatisée entre Bazaïba, Tshilombo et Kamerhe. Et pourtant, c'est lui qui est censé, au regard des statuts, engager le parti. Cette forfaiture ne passera pas. Foi du secrétaire général lésé, abusé et désabusé. J'étais clair, cette histoire n'engage plus l'UDPS. Oui, mais je suis en droit, je vous dis sincèrement, je vous donne la position de l'UDPS. À lui-même, Félix, je lui ai fait savoir que je n'étais pas d'accord parce que, personnellement, je n'étais informé ni de loin ni de près de tout ce qui s'est passé. C'est pourquoi j'ai rejeté tout. Kabound a parlé. Mais que vaut vainement dans le fait sa parole? Peut-on se demander à juste titre, alors que Félix Tshilombo, entiché de son statut de fils de son père et donc d'héritier légitime, ne s'est même pas donné la peine de le consulter au préalable au motif qu'il est légitime au regard de son poids politique, comme le défend si bien le désormais camarade Baudouin Mayo, secrétaire général du parti des Kamerhe. Si le fait que lui soit secrétaire général et que son adjoint ait engagé l'UDPS le courrouce, si c'est ça qui le fait courroucer, encore que je sache, c'est le président Félix Tshisekedi qui incarne l'UDPS, celui qui a la légitimité de l'UDPS. C'est ça
Que va-t-il donc faire Kabound à présent? C'est la grande question. Peut-il véritablement empêcher cette union en gestation? Et si Félix Tshilombo, qui se croit permis, on ne sait par qui, de snober les textes qui régissent le parti de son père, ne fait pas marche arrière dans sa volonté d'alliance avec Kamere, Kabound resterait-il à l'UDPS? S'en irait-il avec son morceau d'UDPS rejoindre Katumbi par exemple? Que d'interrogations qui devront très vite, on sans doute, trouver réponse. En attendant, c'est l'UDPS qui s'en porte mal, fait étalage de ses dissensions, alors que l'heure est à l'unité en perspective du congrès prévu fin mars. Si bien sûr, on trouvait les 170 000 $ qu'il faut. Guillaume Angelo, nous sommes de retour avec vous dans ces débats autour des alliances politiques en RDC, de parti politique de la majorité, le PALU, qui, la semaine, a connu deux rapprochements, si on peut le dire. Le PALU s'est rapproché de l'UNC et du MLC. À la fin de la semaine, le PALU a vu son bureau politique être remanié. Pensez-vous que les ambitions hégémoniques de certains partis politiques au sein de la majorité ont motivé le PALU à quitter finalement cette majorité? Nous avons, au niveau de la majorité, pas l'autorité d'aller gérer au quotidien ce qui se passe au PALU. C'est un allié. Un allié, il y a eu une alliance qui s'est passée à un très haut niveau entre Antoine Gizenga et Joseph Kabila. Ce sont ces deux-là qui ont fixé les cadres de leur collaboration, des mises en place de leur dynamique. Il leur appartient à deux de pouvoir dire où est-ce qu'on en est exactement. Il ne nous appartient pas, nous, à notre niveau, peu importe la célébrité dont on prétend avoir ou être, de commencer à pouvoir lancer des oukases, sortir de ceci ou cela. Non, ce n'est pas ça. Il y a deux personnes qui ont fixé les caps. Il leur appartient de pouvoir communiquer, nous dire, voilà où nous en sommes. C'est pour cette raison-là que les PALU a géré les pays dont a eu la primature, avec ses plus ou moins 35 ou 36 députés à l'époque, sur 500, sur base de cette alliance-là, a eu la présidence du Conseil, ce qu'on appelle les premiers ministres, la primature, plus d'autres ministères, pendant 5 ans. C'est toujours à cette aune-là que les PALU se trouvaient entre 2011 et 2016, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, en train de gérer des ministères sur ces fondements-là. Et je vous signale au passage que les poids politiques du PALU, très important, à plus de 30 députés en 2006, a sombré à moins de 20 députés en 2011. Mais néanmoins, ils ont gardé un certain nombre de facilités au niveau de la gestion de la République. C'est ce qui justifie aussi le nombre de portefeuilles accordés. Oui, mais attendez, il y a des partis au niveau de la majorité présidentielle qui ont plus de députés, qui ont eu plus de députés que les PALU. Mais ils n'ont pas eu les mêmes faveurs. Est-ce que, à vrai dire, les ambitions ou la personne d'Adolphe Muzito qui fait beaucoup plus peur à la majorité présidentielle, en s'alliant évidemment avec l'UNC ou le MLC? Vous savez, il y a comme ça une autosatisfaction à se regarder dans le miroir à dire « je suis important ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous avons un problème particulier, une particularité de la RDC qui est liée au peuple congolais. L'ethnicité, comme on peut appeler ça de manière vulgaire, mais qui n'est pas un terme approprié en ce qui nous concerne, parce que nous sommes des peuples, des grands peuples, plus ou moins 420 peuples. Personne ne peut avoir les prétentions aujourd'hui sans collaboration, sans, comment dirais-je, sans entente très concertée, très structurée pour obtenir les sièges du chef de l'État, seul. Tout le monde sait pertinemment que les PALU a pour base normale et naturelle les Kwilu. Mais quand on regarde aux dernières élections, les PPRD l'a dominé au niveau du Kwilu. Et par conséquent, toutes les prétentions qu'on peut entendre, qui sont liées à certaines frustrations tout à fait réelles au niveau de la population, je le comprends, je le conçois. Moi-même, je participe à ces frustrations-là parce que je suis touché personnellement et ma famille est touchée et les Kassai avaient été touchés. Mais de ces frustrations ne peuvent pas naître, ou ne peut pas naître, une portée tellement importante sur l'ensemble du territoire national. C'est faux et archi-faux. Ce sont des faux calculs. C'est pour ça que, faute de matières grises à mettre en perspective en permanence pour pouvoir gérer la République, nous gérons par émotion, par sentiment, par mouvement du cœur. Et pendant ces temps, dans l'opposition, il y a aussi des plateformes qui sont en train d'être créées. C'est le cas de Moïse Katumbi Tshapoué qui a mis en place Ensemble pour le changement depuis l'Afrique du Sud. Pensez-vous qu'il pourra se présenter à ces élections et battre campagne? Les élections, Guillaume Manjolo, seul dans son coin, ne peut pas fixer les cadres. La loi fixe les cadres, comment est-ce qu'on va aux élections?
La loi fixe les cadres en disant, voilà, pour aller à cette élection, voilà les conditions qui sont requises. Est-ce que vous les remplissez en tant que parti politique? Est-ce que vous ne les remplissez pas? En tant que candidat à tel poste et tout ça, voilà les conditions. Est-ce que vous les remplissez ou pas? Il faut interroger la loi, pas moi. Bon, maintenant, le moment est venu, si vous répondez aux critères prescrits par la loi, il n'y a pas de problème. Encore faut-il vous attendre à pouvoir gagner cette élection-là. Je répète encore, la célébrité dans un domaine quelconque ne vous donne pas la garantie de pouvoir mettre la RDC sous votre joug. On n'a pas assisté aux messes grandiloquentes des gens qui ont les moyens financiers. Et quand vous regardez, vous écoutez les discours, la teneur du discours, même la portée de la personne en question, c'est du vide absolu. C'est-à-dire que ceux qui sont autour de lui, vous voyez des intelligences assises dans la salle en train de suivre quelqu'un qui n'a pas la portée. Mais simplement, il a l'argent. Nous sommes là-dedans. On doit sortir de là. On nous insulte à travers le monde. On ne peut pas continuer de cette façon-là. Mais les avoirs, Guillaume Angelot, confèrent le pouvoir. Mais oui, c'est ça le problème. Parce que les pouvoirs, dans les cas d'espèce RDC, les pouvoirs consistent à comprendre les enjeux actuels et futurs. Et comment est-ce qu'on coordonne les mécanismes de production de sorte à ce qu'on se protège soi-même, on sécurise son espace et qu'on se projette en comptant dans le concert de nations. Lorsque vous avez, j'entends des discours, des propos d'épiciers, je vais y réunir autant d'argent, pour faire quoi? Pour faire quoi exactement? Il y a des gens, c'est vrai, qui ont les profils d'être chef de l'État, mais tout le monde ne peut pas être chef de l'État. Alors on fait comment? Alors, on se met autour d'un programme pour voir un peu quels sont les outils qui peuvent participer en tenant compte de ce que je vais dire. Notre centralité, notre sécurité, la projection, la mise en perspective de l'intelligence. Et à ce moment-là, on peut commencer à choisir les personnes qui sont habilitées, qui ont les profils pour conduire cette démarche-là. Mais ce n'est pas parce que vous avez un parti politique peut-être important, que vous avez eu 15 ou 20 députés, et que ça vous confère de facto la qualité extraordinaire du gestionnaire de la République dans les contextes actuels. Non, non, s'il vous plaît. Voilà, ce sera votre mot de la fin, mais aussi la fin de ce News Hebdo. Guillaume Pépin Angelot, je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous infiniment. Voilà, cette émission News Hebdo est terminée. Je vous dis merci de l'avoir suivi et vous fixe rendez-vous pour un autre numéro.